I was walking around with Bo in Fondel Park, trying to blow away the clouds so dark. Wishing a J'avais warming deux wind. présentations. J'avais une présentation qui était très orientée sur le design thinking et qu'est-ce que le design thinking en général, mais dans le design, et ceux du design produit au design numérique. Et une autre présentation qui était un peu plus orientée sur, tout en insufflant là-dedans d'ailleurs du design thinking, qu'est-ce qui sont les facteurs en fait d'une expérience utilisateur. Et je me disais que suite à ce qu'il allait être présenté dans la journée et par rapport au public aussi qui allait être ici, je choisirais une des deux présentations. Et il s'avère que celle-ci, en fait, prend un peu et fait un peu un résumé de la globalité en même temps de ce qu'on a vu dans la journée. J'ai échangé aussi avec Sylvie et il me semblait que c'était intéressant de rassembler un petit peu tout ce qu'on avait vu et ça permet aussi de faire une synthèse, même si il y a une conférence encore après qui aussi va mener et compléter. Alors, je vais juste présenter Néalith en 2 minutes, ce qui vous permet de comprendre aussi ce sur quoi on travaille, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur la conception et la stratégie en fait, de produits numériques et d'expériences digitales. On ne travaille absolument pas sur tout ce qui est l'acquisition, on ne fait absolument pas de marketing et on s'arrête au design, un petit peu de HTML et de CSS parce que ça a vraiment un impact, et on l'a vu tout à l'heure sur l'accessibilité. Donc on travaille des spécialistes là-dessus et on ne fait absolument pas de technique. Donc c'est deux sujets, toute la partie un peu technique et puis tout ce qui est en amont que j'aborderai un petit peu moins. Alors je vais reprendre quelques points. En fait, l'accès à Internet grand public à 5000 jours. Donc 5000 jours, c'est très très peu. Et il s'est passé énormément de choses en 5000 jours. On est passé d'un web qu'on appelle le consultatif à une explosion du web 2 avec le web participatif et l'apparition des réseaux. Et depuis 2009, il y a une réelle explosion de l'usage de l'Internet mobile à travers les téléphones, parce que les technologies ont là aussi avancé, et à travers les tablettes. Et je fais des tests utilisateurs. J'ai commencé mes premiers tests utilisateurs en 98. J'ai ensuite travaillé, suivi aussi des formations à San Francisco. Et donc, en un peu plus de 10 ans, on voit vraiment, et on s'est rendu compte qu'il y avait des usages qui avaient vraiment évolué, et ils évoluent de plus en plus vite, et on voit qu'il y a une exigence, en tout cas de la part des utilisateurs, qui est de plus en plus forte et qui évolue très très vite. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, en tout cas sur Internet, c'est qu'on a une information qui est en surabondance, les produits sont disponibles, il y a des bonnes affaires, il y a des comparateurs de prix, etc. Il y a une standardisation, en tout cas, du service. Les livraisons sont gratuites, les retours sont gratuits. On veut que ce service soit gratuit, et cette standardisation, en fait, on la retrouve un petit peu partout. Et ce qui peut réellement faire la différence entre différents sites, différents services ou différentes marques, c'est à un moment donné l'expérience que cette marque ou que les sites, en tout cas, vont pouvoir proposer à leurs utilisateurs. Et je vais prendre un exemple très rapidement qui est un petit peu celui du café. Vous achetez des grains de café, ça ne vaut pas forcément très très cher. Vous le prenez à une terrasse, vous allez avoir une qualité de service et vous allez accepter de payer votre café quelques euros. Et puis si vous le prenez dans un lieu qui est vraiment exceptionnel, vous allez accepter un engagement et un investissement de votre part un petit peu plus fort parce que ça va vous laisser une expérience. Alors c'est juste un schéma qui montre que le même produit, en tout cas, on peut être prêt à un moment donné à s'investir et à s'engager, que ce soit financièrement ou sur du temps ou autre, pour pouvoir avoir une meilleure expérience.
Alors, comment on passe un petit peu de cette expérience de service, et ce que je montrais tout à l'heure, et qui est un peu le minimum et le standard que tout le monde doit avoir, c'est que il faut qu'on passe de sites qui ont des segmentations qui sont aujourd'hui, enfin des segmentations clients, il faut passer à de la personnalisation, il faut passer d'un script à une relation de conversation. Il faut que les choses intangibles, on l'a vu aussi tout à l'heure, sur plusieurs présentations, il faut que ça devienne mémorisable. Il faut que le client se sente membre, ou en tout cas reconnu, et il faut que le bénéfice devienne une sensation. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de nouvelles exigences ou de facteurs, en tout cas, autour de ça, dans ce monde digital qui devient de plus en plus complexe. Tout à l'heure, je crois que tu évoquais le fait qu'on était feignant, qu'on avait le temps d'attendre. Moi, on a évoqué le côté enfant gâté, mais en tout cas, c'est presque dans ce même sens. C'est qu'on veut avoir accès partout, on veut pouvoir échanger, il faut que ce soit multicanal, quand en tout cas on a affaire à des marques, il faut qu'il y ait effectivement cette reconnaissance, il faut qu'il y ait la simplicité, il faut qu'il y ait de l'instantanéité, et à tous les niveaux, que ce soit dans le service client ou que ce soit en tout cas au niveau des serveurs. Et il faut que ce soit aussi en illimité. Et ces points se multiplient et vont encore se multiplier. Et on va rentrer à la limite... on voit la domotique qui arrive. On commence, si on prend un exemple, je vais peut-être réserver mon billet de train à la maison. Une fois que je vais être dans la rue, je vais envoyer depuis mon téléphone portable les horaires à mon ami, et je vais peut-être imprimer les billets au bureau. Et je vais peut-être apprendre dans le train qui est tombé en panne, pourquoi il est tombé en panne sur une page du Monde. Ou sur une page d'information. Donc en fait, cette expérience que j'ai eue et que j'aurai avec la marque va être vraiment à 360 degrés. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation à un moment donné qui va s'arrêter à un produit. Et il y a aussi il y a pour les gens en tout cas qui sont ce qu'on va appeler les gens multicanal, c'est-à-dire qui ont même des boutiques physiques, ils ont eux un avantage très très fort, c'est que ils ont peut-être depuis des années, en tout cas, que ce soit des banques, que ce soit des magasins, que ce soit de l'assurance, que ce soit enfin tout type de service, une relation directe avec leurs clients. En tout cas, nous, on se rend compte aujourd'hui, on travaille pour des grands groupes, qu'ils ne vont pas, ils commencent, mais en tout cas, cet avantage-là, l'avantage qu'a la Fnac par rapport à un Amazon, est très très peu exploité. Il y a ce besoin de connexion permanente. On voit dans les tests, on l'a vu avec les moteurs de comparaison, etc., que quand on a besoin d'un renseignement, on va peut-être aller le chercher dans son premier cercle, dans des cercles d'amis, dans des réseaux. On voit même des gens aujourd'hui, il y avait récemment un article dans le New York Times en fait, qui expliquait qu'il commençait à avoir dans des magasins des gens qui tweetaient en disant quel écran je prends, et c'est le premier réseau d'amis qui répond. Et puis on s'aperçoit qu'au bout de 5, 6, 7, 8 minutes, ils ont peut-être 100, 150 réponses, et en fait, ils ont réussi à avoir un service beaucoup plus personnalisé que le service qu'aurait même pu lui rendre le vendeur qui est en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence, en tout cas aussi numérique d'Amazon, par exemple, va mieux vous recommander qu'un vendeur Fnac. Donc à un moment donné, votre réseau, vos amis, ce que vont aimer vos amis, vont peut-être plus vous apporter que ce que la marque elle-même va vous apporter. C'est un point qui a été évoqué aussi ce matin, je crois, où c'est qu'à un moment donné, dans ce sacrifice client, il y a des choses en tout cas qu'on fait dans la vie qui ne sont pas forcément plaisantes, qui sont... je pense à tout ce qui est bancaire ou des déclarations ou des choses comme ça, ou même parfois sur des achats ou même des échanges avec des gens qui, à un moment donné,
quand on passe du matériel au digital, ça peut devenir plus agréable et on peut parfois même avoir une meilleure expérience autour de ça. Parce qu'au début où on va commencer à faire des choses, on va avoir un engagement, ça va être peut-être pas pénible, mais en tout cas il va falloir s'investir, on va découvrir, on va peut-être être reconnu, on va avoir de la personnalisation. Et au bout d'un moment, on aura, j'évoquais les livres tout à l'heure, mais on aura de meilleurs conseils sur un site internet que dans un magasin. Et un magasin qui n'a peut-être pas le livre, ou alors il va falloir qu'il commande, ou la personne ne va pas pouvoir me renseigner pour me dire vous préférez ceci ou celui-ci. Et c'est la même chose en musique avec les réseaux, avec Deezer, etc. Et à un moment donné, ce site ou ces produits numériques me permettent, en tout cas moi-même, de faire des découvertes, de m'enrichir et d'aller beaucoup plus loin. Alors, comment on met en place l'ensemble de ces processus, en tout cas, qui vont faire le succès des marques du digital, en tout cas sur Internet. Il nous semble, en tout cas, et enfin on le voit quotidiennement, c'est qu'il y a vraiment un besoin d'insight utilisateur. Et il y a différents types d'insight que je vais détailler tout à l'heure et qui vont aussi reprendre un petit peu les points qui ont été évoqués dans la journée. Je voulais juste rappeler un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, le numérique représente entre 4 et 5% du PIB. Et il y a des perspectives, en tout cas, qui évoquent des chiffres qui vont aller jusqu'à 15-20% dans les 15-20 prochaines années. Donc il y a un potentiel énorme. On voit aujourd'hui ce qu'on appelle des old ladies qui se font challenger par des startups ou des sites qui arrivent, qui sont des pure players et qui commencent à attaquer les terrains sur lesquels ils sont, dans la banque, dans l'assurance, dans la musique, on l'a vu. On voit un Netflix qui a mis une gifle à Blockbuster, etc. Donc il y a vraiment un impact, en tout cas très très fort, de savoir proposer et créer cette expérience digitale. Un des points clés qui vraiment peut-être, enfin le point central, c'est de savoir observer. Il nous semble qu'il y a, c'est assez simple, c'est pour résumer, mais il y a 3 manières d'observer. On en a évoqué aujourd'hui plusieurs, on pourrait rajouter aussi le eye tracking et d'autres, qui est la manière quantitative, l'aspect qualitatif et tout ce qui va être web analytique. Ils ont chacun des points forts et des points faibles. Tout ce qui va être quantitatif, en tout cas, c'est toutes les statistiques qu'on va avoir. Par contre, il va falloir avoir un travail derrière d'interprétation. Le web analytique, on a eu la présentation et elle le montrait très bien, en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut un complément. C'est-à-dire que pour comprendre pourquoi des gens arrêtent à telle ou telle page, il faut aussi qu'on ait du comportemental. Il nous semble que ce qui a de la valeur à un moment donné dans l'interprétation, c'est-à-dire que les choses qui peuvent être à un moment donné soit délocalisées, soit faites par des ordinateurs ou traitées par des machines, et qui peuvent être assez vite standardisées, c'est pas forcément là qu'on va aller trouver les éléments et les insights d'utilisateurs, en tout cas, qui vont permettre de pouvoir aller un peu plus loin et d'être dans l'innovation, alors en tout cas dans l'innovation, mais de pouvoir avancer dans le développement de produits, en tout cas, et d'expériences digitales autour d'une marque. La faiblesse de tout ce qui est qualitatif, c'est qu'effectivement, on a peu de données scientifiques. Mais on se rend compte que, suite à l'ensemble des tests qu'on fait et des processus qu'on met en place, on arrive à des améliorations. Et bien sûr, c'est pas, on travaille avec le web analytique, on travaille avec nos clients qui ont fait
On fait des tests AB aussi, etc. Donc c'est pas antinomique. Mais en tout cas, ce que nous on apporte est essentiellement sur ces tests-là. Alors, sur les tests, on va avoir plusieurs typologies de tests qu'on peut mettre en place. Alors, on peut les mettre en place en faisant appel à des agences, on peut faire appel à des gens qui sont freelance ou des consultants qui travaillent en indépendant. Et je pense que s'il n'y a aucun des cas ou aucune des possibilités, dans quel projet tel qu'il soit, c'est de pouvoir faire ces tests soi-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément développer toute une méthodologie, mais il faut mieux avoir, en tout cas, l'avis de une ou deux ou trois personnes, même autour de vous, pour mettre en place ces tests. Il y a même des gens qui préconisent ce qu'on appelle le test bar. C'est d'amener son PC au bar, d'offrir une bière à quelqu'un et de faire un test, parce qu'on dit que c'est la meilleure situation, en tout cas, pour voir réellement. La personne ne va pas se sentir agressée, va se sentir comme chez elle, va arriver à dire exactement ce qu'elle pense du site, etc. Mais franchement, si j'avais un site à faire demain et je n'ai pas un budget, c'est la première chose que je vais faire avec mes premiers prototypes ou mes premières maquettes. Je ferai, je pense, un test bar. Et c'est réellement efficace. Il y a un point, c'est que alors, vous avez les tests de maquette, vous avez tout ce qui est le tri par carte, et vous avez les insights utilisateurs. Et je vais les développer à peine tout à l'heure, mais l'insight va vraiment permettre d'avoir des éléments sur le positionnement. Le tri par carte va permettre de travailler sur les contenus et les fonctionnalités attendues. Donc là, on rejoint un petit peu l'architecture d'information et comment aussi je vais organiser mes contenus. Et puis, il y a les tests maquettes qui vont se faire sur l'interface. On se méfie un petit peu des focus group, qui ont toujours un effet, en fait, comme c'est en collectif, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir parler plus fort ou va vouloir se mettre en avant, etc. Et ce qui fait que ça peut facilement être un peu faussé. Alors, je vais faire un focus sur les éléments. Pour les insights utilisateurs, ce n'est pas forcément des choses complexes, mais on peut retrouver entre 6 à 9, autour de 6 à 9 interviews, on se rend compte qu'on commence à avoir des éléments qui vont rentrer, qui vont commencer à être un peu similaire, et puis on va s'apercevoir que on a déjà pas mal de données. Alors bien sûr, on peut aller au-delà de ça, on peut aller jusqu'à 12, on peut aller jusqu'à une vingtaine, mais on peut démarrer déjà autour de 6 à 9 interviews. À partir de ces interviews, en fait, ce qui va être ce qu'on cherche essentiellement à avoir, c'est un peu de voir en fait quels peuvent être les freins à un moment donné à adopter un produit ou pas, ou les raisons pour lesquelles on va ça va être beaucoup axé sur le comportement, sur l'histoire de la personne, en fait. C'est un peu du storytelling. Les gens vont nous raconter les problématiques qu'ils ont dans leur quotidien ou les raisons en fait, qui font des choses ou qui ne vont pas faire qui ne vont pas les faire, et à partir de là, on essaye de trouver en fait quelles vont être les levées d'innovation. En tout cas, c'est l'innovation par rapport au produit ou au site ou à l'expérience sur laquelle on travaille. C'est pas forcément de créer un nouveau produit. Et alors, ça, c'est un des outils. Un des autres outils qui nous semble aussi très intéressant, c'est tout ce qui est lié autour de l'ethnographie avec ce qui va être l'observation in situ. Par exemple, on travaillait pour un site qui vend pas mal de produits qui peuvent être des produits de cadeaux, et ils avaient... sur le site, tous les produits sont rangés en catégories, mais de manière pragmatique, comme on les rangerait dans une librairie. Enfin, il n'y a pas que des livres, mais c'était donc les produits livres, les produits sac à dos, les produits jumelles, etc., etc. Et puis, en fait, si vous interrogez les gens, ils disent
bah moi, quand j'ai envie de faire un cadeau, je sais que telle personne s'intéresse à la nature ou à tel sujet, et je vais aller dans le magasin et je ne vais pas forcément aller au rayon sac à dos, je vais aller voir les produits dans les différents domaines et je vais peut-être d'ailleurs lui acheter un CD, un livre et un sac à dos s'il s'intéresse à la nature. Je ne vais pas forcément aller dans un rayon. Donc ces retours-là nous permettent dans cet exemple-là, nous permettaient de créer des nouvelles catégories et des nouvelles entrées et d'optimiser l'entrée en fait dans le site pour aller à des produits. Je mets l'exemple d'Amazon ici parce qu'il est connu par tout le monde, mais c'est simplement de pouvoir feuilleter dans un livre. Et ils ont été encore plus loin, c'est que je peux rechercher dans le livre, et ils ont été encore plus loin, c'est que je peux acheter une page de livre ou que je peux récupérer des données qui traitent d'un sujet à travers un livre ou même différents livres. Donc, à partir d'observations qu'on peut faire, et c'est ce que font les étudiants quand ils vont dans les bibliothèques, etc., ils sont obligés d'aller voir plein de bouquins, et donc après d'aller faire des photocopies, et du coup on réduit en fait toutes ces tâches qu'on avait à faire, et on essaye d'amener une nouvelle expérience qui va être en tout cas beaucoup plus engageante, qui va être mémorisable aussi par l'utilisateur. On met cette slide, mais qui est d'Henry Ford, et effectivement, quand on lui a posé la question, c'est que s'il avait demandé à ses utilisateurs ce qu'ils voulaient, il lui aurait dit on veut des chevaux qui vont plus vite. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aussi nous expliquer des problématiques, mais il va falloir avoir une interprétation de ces problématiques. Et c'est là où ça devient intéressant de prendre ces recueils et de voir en fait comment on peut les assembler et en créer de nouveaux produits. C'est un travail qui se fait de manière collaborative, bien entendu, hein, comme ça a été évoqué depuis ce matin, mais comme je le disais par rapport au test tout à l'heure, les différents types, en tout cas d'insights qu'on pouvait avoir, cela va permettre de pouvoir créer un positionnement, et quel va être le positionnement en fait autour des attentes, de la concurrence et aussi des objectifs du client. Bien sûr, dans les interviews, on peut aussi avoir des interviews in situ chez le client autour des différentes attentes qu'il peut y avoir. Je vais prendre un exemple. En fait, c'était pour le site de Gaumont, qui veulent réduire le nombre de bornes, qui veulent réduire les files d'attente et puis aussi améliorer la relation qu'ont les gens avec en tout cas dans la réservation de place. Et puis quand on posait les questions et on regardait effectivement l'analytique, etc., on s'apercevait qu'il y avait une page où les gens s'arrêtaient et c'était au paiement. Mais en fait, en faisant des interviews, et là on n'était pas sur du comportemental, on s'est rendu compte que les gens ne s'arrêtaient pas parce qu'il fallait payer, mais ils n'allaient pas plus loin parce qu'ils ne pouvaient pas annuler. Donc en fait, il suffisait de mettre en place un système où on pouvait annuler pour que les gens puissent franchir ce cap du paiement. Et effectivement, aujourd'hui, on peut annuler sa place, on la reçoit sur son téléphone, soit sur son PC, ou même, je crois qu'on peut aussi aller la chercher en borne, mais avec cette possibilité d'annuler 20 minutes avant la séance. Voilà, donc ça c'était un exemple, et ça a été suite à 6 interviews utilisateurs qu'on a fait dans nos locaux qui ont duré 1 heure. Un autre point qui est là aussi un élément clé, c'est comment on design l'expérience utilisateur. En fait, parce que on part de choses qui sont assez abstraites, hein. On le voyait aussi dans le graphique qu'a montré la personne qui travaillait sur le strategy content, enfin content strategy qu'on a vu tout à l'heure, avec le graphe de Jesse James Garrett, hein, en disant on part de quelque chose de très abstrait et puis comment on va aller à quelque chose de plus en plus concret. Donc de là, il va falloir mettre en place en fait une organisation et un processus avec des étapes qui sont très structurées et
peut-être que juste après les insights et un peu quelles vont être la stratégie, l'élément le plus important sur lequel on travaille assez peu est ce qu'on va appeler le concept model. Le concept model, c'est vraiment de voir en fait comment on va passer, on va arrêter de faire un design de produit, on va passer à un design d'expérience. Et si on prend, alors l'exemple est classique, un iPod ou un iPhone ou autre aujourd'hui, on va avoir une expérience qui est je vais pouvoir écouter ma musique, je vais pouvoir faire quelques actions ici, je vais pouvoir ensuite acheter ma musique, et je vais pouvoir ensuite organiser ma musique avec des couches qui peuvent se superposer, c'est que ça va être multiplateforme, ça va être multicanal et que ça va être social. Alors, c'est pas du tout une chose qui est nouvelle, parce qu'on le voit avec Kodak. Avant, c'était assez laborieux, il fallait être un expert, il fallait être un geek de la photo pour pouvoir faire de la photo. Et Kodak a sorti et amélioré aussi un produit en disant vous avez juste à appuyer sur le bouton, on fait le reste. Et il prenait en compte le fait que vous pouvez envoyer vos films et après il développait vos films, etc. Donc c'est pas du tout une chose qui est récente, mais ce qui nous semble important, c'est vraiment à un moment donné d'avoir et de partager une vision sur quelle est la stratégie, en fait, pas forcément sur la globalité d'un site, mais sur le parcours d'achat pour arriver à une fiche produit, quelle va être la stratégie sociale que je vais avoir, pour quelles raisons je mets tout ça en place, et est-ce que déjà les utilisateurs sont prêts à le prendre, et qu'est-ce que eux peut-être seraient prêts à prendre, et des choses auxquelles nous n'avions nous peut-être pas pensé. Un des autres points qui est, je pense que c'est peut-être là aujourd'hui où il y a les plus grosses lacunes, en tout cas sur le web, c'est tout ce qui est l'architecture d'information. Ça a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui en disant c'est pas forcément une fois qu'on a mis les choses au panier. C'est plutôt dans les parcours, dans la manière dont on va organiser les contenus, la manière dont on va titrer les contenus, dans la manière dont on va clusteriser des groupes de contenus. C'était flagrant sur le site aussi d'AccessiWeb. Et on a l'impression qu'ils ont même oublié un persona, c'est-à-dire qu'ils ont oublié le persona qui est le malvoyant qui va venir sur le site et qui, lui, ne va pas pouvoir lire. On a l'impression que cette personne-là, ils l'ont oublié, alors qu'il s'adresse à lui et il travaille pour lui. Mais cette cible-là n'est pas prise en compte sur le site. Alors, pareil, un bref regard en fait sur l'architecture de l'information. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on est passé d'une architecture de l'information industrielle à numérisée, à interactive et aujourd'hui personnalisée. Et on est dans des choses de plus en plus complexes, c'est-à-dire que j'ai des contenus que j'envoie, j'ai des contenus que je prends, il y a des gens qui produisent des contenus sur mon site, après je diffuse de la vidéo, je prends des photos, qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi, quelles sont les choses qu'ont écrit nos journalistes, quelles sont les choses qu'ont écrit des utilisateurs, etc. Et comment je fais, comment j'architecture un petit peu tout ça sur le site et comment je passe aussi d'un iPhone à un iPad, à une télévision, à une box et à un PC, voire demain des bornes interactives, voire mon frigo qui va être intelligent, etc. etc. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que dans cette complexité, nos clients sont un petit peu perdus. Il n'y a pas forcément une organisation, en tout cas, qui permet en interne de pouvoir mettre en place ce genre de choses. Donc, ils ont besoin de se faire conseiller. Pas forcément dans le webmastering quotidien, mais quand il y a des enjeux et quand il y a des risques sur des produits, ils ont besoin de faire appel à une agence, de faire appel à des freelances ou des consultants, en tout cas, qui vont pouvoir les aider dans ces démarches-là. Voilà, un des points, alors c'est un schéma très très bref, c'est beaucoup plus complexe que ça, de l'architecture, sur l'architecture de l'information, c'est déjà d'avoir une bonne segmentation, d'arriver à des fiches produits, on l'a aussi évoqué plusieurs fois aujourd'hui, quelles vont être ensuite les logiques de rebond, quelles vont être toutes les règles, et qui sont souvent très très mal gérées, en fait, à un moment donné, de personnalisation.
Est-ce qu'on va me reconnaître? Est-ce qu'on reconnaît ma dernière visite? Est-ce que quand j'ai commencé, j'ai fait 2-3 recherches, par exemple, sur un billet de train, est-ce qu'on me rappelle les recherches que j'ai fait ou pas? Est-ce qu'on commence déjà à me prendre en compte? Est-ce qu'on va me reconnaître? Donc ça va être toutes les règles et un petit peu des choix structurants aussi qu'on va avoir à mettre en place sur le site. C'est une compétence en tout cas qui va permettre de valoriser les comptes. Allô? Oui. Très bien. Donc là, il y a 3 points, en tout cas, assez stratégiques, qui est vraiment cette valorisation des contenus, comment je valorise mes contenus, comment je scénarise mes parcours, et à partir du moment où la manière dont je vais avoir architecturé mon site et les logiques de rebond que je vais avoir, les clusterisations, etc., vont faire aussi que ces contenus vont avoir une meilleure interprétation par Google, sachant qu'en moyenne, grosso modo, c'est à peu près entre 70 et 80% des gens qui arrivent sur les sites par Google tels qu'ils soient. C'est une moyenne générale. Alors, des fois, ça peut être beaucoup plus, ça peut monter jusqu'à 90, des fois un peu moins, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Un des bons outils, en tout cas, qu'on peut avoir pour travailler à un moment donné sur l'architecture d'information, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le tri par carte. Qui est assez facile à faire. Une fois qu'on a fait des inventaires de contenu, on va pouvoir les structurer. Il y a 2 types de tri par carte, qui est ce qu'on appelle un tri par carte fermé. Donc on va déjà définir des grandes rubriques, on va demander aux utilisateurs de les ranger dans ces grandes rubriques. Et l'autre qui va être un petit peu plus ouvert, et on va mettre l'ensemble des contenus. Et c'est là les utilisateurs eux-mêmes qui vont commencer à créer des catégories et à ranger les contenus dans ces catégories-là. L'autre point, là je différencie un peu l'architecture de l'ergonomie, parce qu'il y a, je dirais que l'ergonomie est après un peu plus maquette. On travaille déjà un peu plus sur le prototype. Un élément qui nous semble important, c'est de pouvoir prototyper dès que possible. Dès qu'on a des projets, en tout cas, où on peut commencer à prototyper, même sur des éléments comme ça, qui ont été dessinés, comme ce qu'on avait vu aussi ce matin, qui a été présenté par Pia. On n'a pas besoin d'être des grands dessinateurs pour arriver à faire des choses forcément, enfin en tout cas tangibles. C'est pas du tout une chose qui est uniquement liée au web. Les produits DIZON, en fait, travaillent exactement sur les mêmes processus. C'est-à-dire que je pourrais prendre ce qui se passe indépendamment de certaines problématiques après industrielles, mais les processus qui sont faits chez DIZON ou dans des agences comme Ideo, qui font d'ailleurs du produit ou du web, et les appliquer au numérique. Et là, on est vraiment dans le design thinking. Un autre élément important, et ça on peut le faire aussi depuis la conception jusqu'au design, c'est d'être dans le benchmark. Sur Internet, tout est ouvert. On a en même temps la possibilité d'aller voir d'autres produits, de comparer, etc. On l'a évoqué aussi plusieurs fois ce matin. Là, je montre juste cet exemple, en fait, de l'inspiration de produits qui étaient développés par Braun dans les années 60 et qui influencent beaucoup les gens en design chez Apple. Un autre élément qui nous semble important, c'est la conception. Dans la conception, de pouvoir faire les tests itératifs, c'est-à-dire qu'on fait des premières maquettes
On les fait tester par 2-3 utilisateurs. On reprend ces maquettes, ce qui fait qu'on peut être sur des points de focus beaucoup plus forts. On reteste ces maquettes. On fait cet exercice plusieurs fois. Je pense qu'on a été les premiers, une des premières, en tout cas, agences en France à mettre ces tests-là en place. Donc là, je décris le processus. On a vu plusieurs fois aujourd'hui cette courbe sur le nombre d'utilisateurs qu'il faut à peu près, et puis le fait que ces méthodes sont appliquées par tous les grands acteurs. Un autre point qui est très très important, et ça c'est peut-être aussi une des clés, c'est vraiment que ce soit un travail collaboratif qui se fasse avec le client, avec dans notre cas, l'agence, et avec les utilisateurs. On revient au rond que je vous montrais tout à l'heure, dans lequel on peut mettre aussi le fait que pour qu'il y ait un beau produit, il faut qu'il y ait une bonne harmonie entre ces trois acteurs, bien sûr en prenant en compte les problématiques du client. Il y a un point sur le design numérique. On a vu cette phrase aussi ce matin. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que l'ensemble de nos métiers sont regroupés, qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on repartage les mêmes idées, qu'il y a le collaboratif, c'est vraiment, en tout cas, le point que je retiens aussi de cette journée. On a cité ce bouquin là aussi plusieurs fois dans la journée. Mais je vais faire un petit focus un peu sur le design d'interaction et son importance et comment on peut, comment on structure le design, en tout cas sur Internet. Il y a on peut aller peut-être plus loin, mais il y a 3 points qui sont vraiment importants. C'est de bien différencier le design de la marque. Qu'est-ce qu'est la marque? Quel est mon logo? Quelles sont les couleurs que j'utilise pour ma marque? Quels sont les éléments d'interaction et comment je vais traiter mon information. Parce que le design va avoir un impact aussi très très fort sur l'information. On voit qu'il y a des choses en rouge, on voit qu'on va utiliser des tableaux, qu'il y a des éléments qui sont en gris, qu'il y a ensuite des éléments qui vont être cliquables ou pas cliquables, qu'il y a vraiment des valeurs. Et ça, c'est une étape qui est hyper importante. Et souvent, on peut... je ne vais pas dire foirer un site à ce moment-là, mais on l'a vu plusieurs fois. Il y a des standards. Ces standards, ils existent. Ils ne sont pas que sur le web, ils existent partout. Ce qu'on voit apparaître, on l'évoquait aussi tout à l'heure, j'en parlais avec Sylvie, c'est-à-dire qu'on a aussi la possibilité, en récupérant la data, de transformer de l'information qu'on va avoir dans la presse, qui va être écrite ou sur le papier, c'est de pouvoir utiliser des éléments en fait pour pouvoir faire des comparaisons et aller assez loin. Et dans la data, je prends un exemple ici. C'était sur le comportement, en fait, ce que faisaient les gens dans leur journée par rapport à leur âge, à leurs origines ethniques, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en train d'émerger avec les données qu'on peut avoir dans des bases de données. C'est encore comment rendre visuellement des éléments qui sont en fait plongés au fond de serveurs, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont vraiment en train d'émerger et qui me semblent importantes. C'est vraiment une culture une culture où il faut vraiment incarner les utilisateurs. Il y a des outils, il y a les personas. Les personas, vous pouvez les faire très rapidement. On va appeler ça des squelettes, ou voire même des profils, et vous pouvez travailler dessus plusieurs années. Au minimum, c'est de vous créer au moins des cibles. Vous avez un site de commerce, vous avez au minimum un nouveau client, vous en avez peut-être un prospect, disons, intermédiaire, quelqu'un qui est client et un client très avancé. Aujourd'hui, on sert très très bien, le minimum, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de sites qui veulent aller servir le client avancé, alors ils vont développer des applications iPhone, une application iPad, etc. Alors que sur leur site, les choses fonctionnent déjà pas forcément toujours très bien. On leur dit, mais au minimum, servez au moins ceux du bas. Mais c'est aussi, quand on partage, nous, alors là, avec nos clients, c'est de pouvoir leur donner une lecture, et des lectures visibles et simples. C'est là aussi où on va utiliser le design thinking et des éléments très visuels, en fait, pour communiquer et partager cette vision commune
et qu'on soit bien en accord, qu'on soit sur les mêmes objectifs pour servir les mêmes clients et qu'on soit sur la même stratégie avec les mêmes dispositifs à mettre en place. Ça, c'est un exemple qu'on avait pris pour la Française des Jeux et c'est des éléments qui vont souvent très vite monter en direction. Et une fois qu'il y a les acquis dans la direction, dans des structures qui sont parfois un peu grosses, parfois complètement décentralisées, il faut à un moment donné que ces décisions soient prises par des gens en fait, qui vont en même temps être les... comment dire les garants, en tout cas, c'est eux qui vont être les diffuseurs de vos méthodologies. C'est eux qui vont arriver à insuffler et à faire accepter vos méthodologies. La collaboration est très très importante, c'est-à-dire de ne plus travailler dans un mode cloisonné, mais qui est vraiment un travail d'équipe. Ce qu'on voit souvent, c'est que, bon allez, moi j'ai fait mon inventaire des contenus, mon test, maintenant tu te débrouilles, tu fais les maquettes. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas toujours travailler ensemble, mais il faut qu'il y ait des passations, et parfois même des retours. Mais il faut qu'il y ait l'interaction en permanence. Une chose qu'on fait chez nous, c'est parfois c'est même pas les métiers. Ce qui est important, c'est les équipes. Quelle bonne équipe va pouvoir travailler sur un projet. C'est pas forcément le fait d'être ergonome ou forcément d'être très bon architecte de l'information. C'est simplement que des fois, il y a des gens qui vont avoir une meilleure analyse ou d'autres. Mais en fait, cette équipe qui suit cette méthodologie ne rate pas les choses, et en tout cas arrive à sortir des produits de haute qualité. Il faut des espaces dédiés, ça c'est important, c'est un petit peu comme si vous étiez menuisier sans atelier. Un point qui est très important, c'est de quitter l'ordinateur, ne pas travailler sur l'ordinateur. C'est peut-être le plus mauvais outil, en tout cas, de conception. C'est un outil de modélisation. Mais mais il est hyper important, vos personnages, vous pouvez les griffonner, comme on l'a vu ce matin, comme ce que vous montrez ce matin, les parcours, ils peuvent être faits. Ça, c'est un exemple qu'on a fait avec Deezer. Quand on travaillait avec eux, on a pris toutes les pages de leur site et on a fait une analyse. Les post-it, là, ne sont pas dans cette tendance qu'on a à développer une esthétique, à mettre des post-it parce qu'ils sont jolis. Ils ont chacun un sens, c'est chacun des décisions, et ils ont évolué au fur et à mesure des étapes du projet. On a là, sur ce paper, on a travaillé avec eux, il nous a suivis pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois, et ce paper a évolué au fur et à mesure, mais on ramenait toujours ce qu'on appelle la War Room dans les workshops qu'on a eus avec eux. Ça démarre ici, c'est-à-dire que on peut, en une demi-heure, décider de faire un workshop, de chercher une idée, de dessiner 3 trucs et de commencer à faire des tests. Donc c'est des outils qui sont à la portée de main. C'est pas forcément des choses complexes. Il y a vraiment une désacralisation à avoir autour de ça. Et bien sûr, après, on avance et on a des nouveaux problèmes. On va avoir des problèmes d'implémentation, etc., etc. Mais c'est quand même de démarrer sur des choses très ouvertes. Voilà. Merci de votre attention.